Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue de Bamako, au Mali. En cette matinée du jeudi 15 août 2024, je voudrais partager avec vous, mes amis des réseaux sociaux, je voudrais partager avec vous euh, ma bibliothèque de vacances au Mali. J'estime qu'il est très important, quoi qu'on fasse dans la vie, de toujours apprendre. Et où que j'aille à travers le monde, j'ai toujours, parmi mes obligations journalières, l'obligation d'apprendre. Je me donne toujours les moyens d'être en situation d'apprendre. Et si je contribue en quoi que ce soit à l'éveil de l'Afrique en ce 21e siècle, j'aimerais que l'on se souvienne que je suis quelqu'un qui a constamment incité mes contemporains de toute génération, que ce soit les jeunes ou les plus âgés, à toujours apprendre. Car pour ma part, apprendre est mon activité la plus quotidienne. La vie étant en réalité une très longue expérience, une très longue école, nous devons, quel que soit notre niveau d'instruction, quelle que soit notre condition sociale, économique, politique, nous devons, quel que soit le confort ou l'inconfort dans lequel nous sommes, que nous soyons riches ou pauvres, nous devons toujours apprendre. Alors, je suis en vacances familiales au Mali cet été et j'ai constitué ici une petite bibliothèque de vacances que j'aimerais partager ce matin avec l'Afrique des libertés parce que, en fait, ici à Bamako, il y a amplement matière pour celui qui peut accéder à ces connaissances, il y a amplement matière à apprendre. Alors, euh, très rapidement, j'ai trouvé en fouillant dans les librairies par terre du marché de Bamako, du centre-ville de Bamako, j'ai pu trouver ce livre, qui est un livre assez rare. C'est un livre qui est considéré comme l'un des livres sacrés ici en Afrique, mais partout dans le monde. Il s'appelle le livre d'Enoch, là avec une préface de Jacques-Paul Migne, ou Jacques-Paul Mignet. Alors, le livre d'Enoch, il a la particularité d'être l'un des livres sacrés autour de la tradition juive et chrétienne, mais dont tout le décor se trouve en Afrique. Enoch est un adorateur de Dieu Tout-Puissant qui a la particularité d'avoir passé l'essentiel de sa vie précisément en Afrique noire et qui a délivré une révélation dont la géographie se situe dans la région de l'ancienne Égypte noire, la région de l'Éthiopie actuelle, la région du Soudan actuel, la région de l'Algérie, de la Libye actuelle. Eh bien, tous les personnages et tous les paysages de ce livre sacré qui fait partie de la tradition juive et chrétienne, tous les personnages et tous les paysages sont africains. C'est un livre sacré très ancien et il est très intéressant de lire en fait le livre d'Enoch. Ce livre explique globalement à quoi s'expose tout être humain qui passe sa vie à pratiquer l'injustice, à être méchant. Ce livre explique pourquoi il vaut mieux se battre pour être la meilleure personne possible quand on a atteint la forme humaine. Bref, en fait, ce livre résume l'enseignement de toutes les religions du livre. Aime ton prochain comme toi-même, et c'est ainsi même que ton Créateur, lui aussi, t'aimera. Celui qui n'aime pas son semblable, celui qui ne veut pas la justice et la vérité et la solidarité dans la vie quotidienne, qu'il ne prétende pas qu'il est serviteur de Dieu, car sa destination, c'est soit la destruction éternelle, soit la destruction permanente. Bon. Le livre raconte cela du point de vue du personnage d'Enoch, un personnage entièrement africain et qui reçoit sa révélation sur la terre africaine. Bon, alors, à Bamako, il est très facile de trouver ce livre du docteur Boubacar Omar Diallo. Boubacar Omar Diallo a écrit un livre intitulé Le colonel Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain. Je suis en train de prendre connaissance de ce livre, je suis plutôt avancé sur le témoignage que le docteur Boubacar Omar Diallo donne de l'engagement du président Assimi Goïta. Donc, ce livre-là nous dit qu'il retrace l'histoire du Mali indépendant
de 1968 à 2020, les différents régimes qui se sont succédés à la tête de l'État malien étaient en réalité en mission commandée. Ils ont évolué sous le dictat français. À partir de 2012, le pays se trouve au milieu d'un puissant complot international ourdi par la France, des apatrides maliens et certains pays limitrophes du Mali. De jeunes officiers supérieurs font irruption sur la scène politique en août 2020 à l'appel du peuple souverain du Mali, longtemps meurtri. Ils déposent sans aucune effusion de sang le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont un chef, le colonel Assimi Goïta, commandant du bataillon autonome des forces spéciales, le BAFS. Le Mali se relève enfin. Alors, c'est donc l'épopée du redressement du Mali que raconte ici notre collègue, le docteur Boubacar Oumar Diallo. Je le lirai et vous direz ce que j'en pense quand j'aurai fini de le lire, mais on le trouve aisément à Bamako. Hein, quand on va dans la zone des libraires, on le trouve aisément. J'étais en particulier à la librairie Le Larousse, à la librairie Le Larousse au centre-ville de Bamako, dans le grand marché central. C'est là que je me suis approvisionné assez rapidement. Je continue à vous présenter les livres qu'on trouve à Bamako. Eh bien, il y a ce livre. Il y a ce livre de l'homme politique que j'appelle volontiers le grand recteur de l'Université de la langue de bois, même si je ne partage pas forcément ses opinions politiques ces derniers temps sur l'analyse de la crise africaine, de la crise malienne, mais je m'impose le devoir de le lire. Il faut lire ce qu'on critique. Il ne faut pas critiquer des gens qu'on ne lit pas. Il faut avoir la patience de découvrir les idées, même de ceux avec qui on n'est pas d'accord. Donc, j'ai trouvé ce livre d'allure très intéressante de Moussa Mara, pour un Mali meilleur. Que nous dit Moussa Mara dans ce livre? Cet ouvrage est une tentative de traitement. Cet ouvrage est une tentative de traitement de sujets stratégiques pour le pays, mais également pour le continent. Il est conçu dans un esprit visionnaire, animé d'un souci du détail et du concret, qui en fait un outil pouvant être utilisé par les décideurs nationaux, mais également continentaux. Il est élaboré autour de questions essentielles comme l'État, l'organisation administrative et territoriale. Il exerce l'exercice démocratique, l'accompagnement communautaire, la corruption ou la dette. À chaque question, il essaye d'apporter une réponse avec l'objectif de distinguer nettement ce qui relève de la vision à tracer de ce qui correspond à la mesure concrète à prendre. Les sujets évoqués sont résumés en trois grandes parties: le cadre, la substance, les opportunités et les menaces. Bon, voilà, j'ai trouvé ce livre de Moussa Mara que j'ai acheté et que je vais éplucher, histoire d'approfondir un peu ce que pense celui que j'appelle volontiers et très affectueusement le grand recteur de l'Université de la langue de bois au Mali. Je le salue. Hein? Ce n'est pas parce que je le critique que je ne le lis pas. Au contraire, quand je commence à vous critiquer, je m'impose par exigence intellectuelle et par devoir d'honnêteté le devoir de vous lire, de savoir ce que vous pensez réellement. Parce que c'est toujours très facile de critiquer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? C'est ce que font par exemple les partisans surexcités des aventuriers ambigus de Dakar, ce que nous appelons les émotifs. Ils me critiquent, mais ils ne m'ont jamais lu. D'ailleurs, ils ne lisent pas. Il n'y a qu'à voir la qualité de leur expression écrite pour savoir que la plupart du temps, ce sont des incultes qui réagissent de manière soporifique. Quand vous critiquez quelqu'un, lisez-le. Si je critique Sonko et Bassirou, c'est que je les ai lus, je les lis, je les possède dans ma bibliothèque. Je sais ce qu'ils ont dit avant, je sais ce qu'ils disent maintenant. Et moi, je connais leurs contradictions par cœur. Il faut lire ce qu'on critique. Ça, c'est le devoir et l'honnêteté intellectuelle qui l'impose et c'est la condition même de la valeur de la critique. Alors, il y a ce livre qu'on trouve à Bamako. C'est très intéressant. Je l'ai trouvé également à la librairie chez Larousse. J'ai trouvé le livre publié en 2023. Ce livre-ci, maintenant, je vous présente Cheikh Oumar Konaré. Cheikh Oumar Konaré a écrit La nouvelle constitution du Mali. La nouvelle constitution du Mali, commentée et annotée. Édition 2023. Le livre nous est présenté de la manière suivante. Cheikh Oumar Konaré est né le 21 septembre 1971 à Sikasso, fils de préfet.
Il fait ses études primaires et secondaires au gré des mutations de son père à Koutiala, Sikasso, Ségou, Bamako, Diola. Inscrit au tableau d'honneur pour avoir obtenu la mention bien au baccalauréat, passé en 90 au lycée Bouyagui Fadiga de Bamako, il décroche ensuite une maîtrise en droit privé et un master 2 en droit public. Féru de littérature, Cheikh Oumar Konaré a participé en 1992 à New York au championnat mondial d'orthographe française organisé par le journaliste et écrivain français Bernard Pivot en partenariat avec les éditions Hachette. Journaliste de 1996 à 1998, Cheikh Oumar Konaré devient à partir de 1999 avocat au barreau du Mali. Il suit par la suite une formation au Centre international de formation des avocats francophones au Bénin. Il est l'un des arbitres officiants au CECAM, Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali. Il acquiert une grande notoriété en participant à des procès retentissants et en animant des débats juridiques et politiques sur diverses radios et chaînes de télévision maliennes. Cheikh Oumar Konaré fut membre de la commission d'organisation des Assises nationales de la réconciliation en décembre 2021, puis de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Marié et père de 3 enfants, il est chevalier de l'Ordre national du Mali. Voilà. Bon, je serais très intéressé par l'interprétation de la Constitution qui nous est donnée par cet acteur important eh bien, du débat politico-juridico-intellectuel malien, eh bien, Monsieur Cheikh Oumar Konaré. J'ai pu me procurer son ouvrage, lui aussi, à la librairie Le Larousse. Alors, j'ai trouvé des ouvrages. Celui-ci, par exemple, je l'ai trouvé dans une station Shell, où j'étais allé faire quelques courses. Je suis tombé sur une petite étagère sur laquelle on vend des livres. Et en particulier, à ce moment-là, j'ai été attentif à ce livre de M. Demba Diallo, Sagoloba, Carnet d'un militant du tiers-monde 1925-1960. Je l'ai trouvé particulièrement intéressant comme témoignage, cet ouvrage. Sagoloba, qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Quelqu'un a écrit, c'est Alpha Oumar Konaré, qui en 1999, l'ancien président malien, qui commente. Il a été lecteur de ce livre et il m'a vraiment mis en appétit. C'est lui qui a écrit la 4e de couverture, là. Et il a dit, je me suis régalé en savourant ce passionnant récit véridique qui est aussi une belle chronique historique, sociale et culturelle de notre société, écrite dans un style coloré où l'humour a sa place, un humour irrésistible. J'ai souvent profité de mes nombreux voyages pour lire le manuscrit entre 2 avions. Je me souviens d'avoir un jour, oubliant où j'étais, ri aux éclats, au grand étonnement des autres passagers. Maître Demba remémore avec bonheur son enfance à Koulikoro, village historique situé à 60 km de Bamako. Il dépeint sa famille avec tendresse. Il narre son passage à l'école coranique et à l'école française en nous faisant rire des gags, des cancres de sa classe. L'auteur parle aussi de sa jeunesse studieuse, souvent turbulente, de sa vie d'étudiant et d'avocat stagiaire au barreau de Paris, dont il évoque les grandes figures. Il rappelle les péripéties de sa brève carrière de magistrat colonial au Sénégal et en Guinée, où il fut le directeur de cabinet d'Ahmed Sékou Touré pendant la période transitoire de la loi cadre dite loi de fer. Enfin, Maître Demba Diallo révèle en connaissance de cause les dessous de l'éclatement de l'éphémère Fédération du Mali, avant de brosser les épisodes du destin tragique de Patrice Lumumba, dont il fut un des conseillers. Je souhaite vivement que le témoignage de Maître Demba Diallo, servi par une mémoire exceptionnelle, puisse redonner confiance non seulement aux générations montantes, mais également à tous ceux qui ont lutté et luttent encore pour la réalisation en ce monde troublé de l'idéal de l'unité de la race humaine. Signé Alpha Oumar Konaré, 1999, donc préfacier de ce beau livre. Alors je me suis dit, tiens, il faudrait que je sache ce qu'a dit, à raconter Demba Diallo. Allez, on continue à visiter la bibliothèque malienne de votre serviteur. Ah, mais il y a encore des choses. Hein. Alors, je suis tombé sur cet ouvrage de Modibo Diabaté. Modibo Diabaté il a écrit Kona, l'ultime bataille pour la liberté. Kona, l'ultime bataille pour la liberté. Modibo Diabaté est un magistrat et écrivain malien. Il fut juge de paix à compétence étendue à Douenza lors de l'occupation des régions du Nord. Actuellement, il est conseiller à la cour d'appel de Bamako.
cumulativement avec ses fonctions de président de la chambre d'accusation du tribunal militaire de Bamako. Comme auteur, il a publié plusieurs ouvrages, dont Et si le sang ne s'arrêtait pas, publié aux éditions Eddy Livre en 2011, Kouloukan Fougan, Miroir d'une culture universelle, publié au Mali aux éditions Donko en 2018. Il a aussi publié Au-delà du Woyo Wayanko, eh bien, Wayanko, publié aux éditions Bandama au Mali en 2022. Alors, ce livre est bien sur la bataille de Kona, ce livre publié chez Bandama Édition, en août 2023. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Cet ouvrage est à la fois un hommage à l'armée malienne et un témoignage de faits marquants relatifs à la bataille de Kona qui constitue le point culminant de l'histoire sociopolitique du Mali pendant cette dernière décennie. Ce récit, si bref soit-il, brille par son originalité, sa simplicité, sa gravité, sa vérité. Il s'appuie sur les témoignages exclusifs des héros de cette bataille, des soldats maliens qui étaient présents à Kona sur le théâtre d'opération. L'intérêt historique du texte côtoie sa valeur littéraire ancrée dans l'univers linguistique de l'ère culturelle de l'auteur. Il nous propose un texte littéraire fascinant qui transcrit la mémoire de la crise malienne. Voilà, un très bel ouvrage que je recommande à mes amis. C'est ma bibliothèque de vacances au Mali. Je suis tombé également sur ce livre. C'est le livre du général Yamoussa Kamara. Le livre du général Yamoussa Kamara, Présumé coupable, ma part de vérité. Présumé coupable, ma part de vérité est un livre qui raconte vraiment les tourments d'un grand officier malien. Emballé dans l'affaire dite des bérets rouges, au mépris de la décence et des scrupules de la conscience, l'auteur dénonce l'impéritie d'une justice pusillanime et caporalisée. Au-delà de l'entorse procédurale, il juge l'accusation outrancière et immonde. Cet ouvrage vise à rétablir la vérité en passant au crible le processus de déploiement des renforts sur un théâtre d'opération. Le schéma qu'il développe aide quiconque à situer les responsabilités concernant cette macabre tragédie. Aussi, l'auteur invite-t-il la génération consciente à mettre fin à l'insouciance, à la lâcheté. Mettre fin à l'insouciance, à la lâcheté et à l'inhibition face au maître du jour. Car quand la balance des pouvoirs n'est pas assurée, dit-il, quand le pouvoir ne peut plus arrêter le pouvoir, l'espace concédé à la peur sera toujours occupé par l'arbitraire et la fantaisie criminelle des tyrans. Alors moi, je vais découvrir cet ouvrage, je le lirai euh, avec beaucoup de plaisir. Alors, né le 22 septembre 52 à Bankoumana, Kati, le général Yamoussa Kamara entre à l'école normale supérieure de Bamako en 73. Après un bac philo-langue, il enseigne d'abord le russe avant de rejoindre l'armée comme engagé volontaire en janvier 79. Il fit de nombreux stages à l'école militaire interarmes. Par ailleurs, il est détenteur du diplôme de commandement de régiment d'infanterie mécanisé et breveté de l'école supérieure de guerre de Tunis. Il occupa différentes fonctions, commandant de compagnie, directeur du Britannique militaire de Kati, chef d'état-major de la garde, commandant de zone de défense, conseiller au ministère de la Défense et des anciens combattants, sous-chef chargé des opérations à l'état-major général des armées, puis ministre de la Défense. Il fut aussi un conseiller militaire du président Ibeka. Le général Kamara est détenteur de la médaille commémorative de campagne à Salam II, de celle du mérite militaire et est officier de l'ordre national. Oui, je serais intéressé par le témoignage du général Yamoussa Kamara, que je n'ai pas encore lu. Je le lirai volontiers pour m'imprégner. Le sujet, le sujet m'a vraiment intéressé. Je suis tombé sur l'un des livres du Premier ministre Choguel Kokala Maïga que je n'ai pas encore lu, celui-ci. J'ai lu son livre sur l'histoire des rébellions au nord du Mali. J'ai lu son petit ouvrage que j'ai souvent sur moi, et celui-ci, La faillite, la faillite de l'État malien, les origines, les responsabilités et les pistes de solution. Mais je n'ai pas, j'ai seulement commencé à découvrir, là, en l'intégrant dans ma bibliothèque à Bamako, Shogel Kokala Maïga, Le Mali, ma vie. Shogel Kokala Maïga, Le Mali, ma vie, que j'ai pu trouver facilement aux éditions Le Larousse à Bamako. Shogel Kokala Maïga, dit Iberi Hawi ou Tili Mazou, est né en 1958 à Ktabango,
village du cercle d'Ansongo, de la région de Gao, au nord du Mali. Il a commencé l'école en 62, a fini le lycée en 77 et a terminé ses études d'ingénieur des télécommunications en 82, puis ses études post-universitaires à Moscou en 1987 avec le diplôme de docteur d'État et sciences, spécialité télécommunications. Dans cet ouvrage, il retrace des étapes de sa vie, de l'école fondamentale en 62 au sommet de l'État malien en 2021 comme Premier ministre du gouvernement. Il parle de toutes les grandes étapes de sa vie de 62 à 2024. Il parle de ses motivations politiques, de ses relations avec les présidents Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keïta et Assimi Goïta. Il est également question du bagne de Taoudeni. Il s'intéresse particulièrement au processus politique ayant abouti aux événements tragiques du 26 mars 1991 sous le couvert de l'instauration du multipartisme, de ses relations avec certains ténors du mouvement démocratique, et il pose des questions. Il parle des raisons de son entente cordiale avec Assimi Goïta et ses compagnons d'armes. Il parle aussi de ses relations avec les responsables du M5 RFP. Il développe également les raisons de la nécessité, les raisons de la réussite de transition et de la transition et de la rectification de la transition au Mali. Eh bien, la lecture de cet ouvrage permet aux Maliens et surtout à la jeune génération de mieux connaître l'homme au-delà des clichés élaborés par ses opposants, de connaître le sens de son combat. Voilà. Je l'ai trouvé et je le lirai avec beaucoup d'intérêt, puisque je connais déjà deux autres ouvrages du Premier ministre Shogel Kokala Maïga. On arrive bientôt à la fin du tour de ma bibliothèque de vacances au Mali. J'ai trouvé ce livre de Bokar Cissé. Bokar Cissé, eh bien, instituteur des sables, témoin du Mali au XXe siècle. C'est un livre qui m'intéresse parce qu'il me permet vraiment d'avoir une connaissance du Mali très ancien. C'est un livre qui retrace pratiquement les 100 ans, les 100 dernières années du Mali, les 100 dernières années du Mali entre ce 21e siècle et le 20e siècle. Ce livre est rare. Il présente d'une manière alerte et vivante les témoignages de Bokar Cissé sur l'école coranique, l'école française, l'école normale d'instituteur William Ponty au Sénégal, la vie au fond des tirailleurs sénégalais, les écoles de brousse, l'engagement des instituteurs dans le nationalisme africain. Une telle somme est d'autant plus précieuse que les personnalités de la génération de Bokar Cissé ont eu une existence d'une profondeur historique unique. Leur enfance a été bercée du souvenir encore présent de la vieille Afrique. Elles ont connu également la période coloniale, la période des indépendances et l'irruption du monde moderne. Éducateur né, Bokar Cissé a tenu une place dans la construction du Mali comme instituteur, comme père d'enfants dont certains jouent aujourd'hui des rôles de premier plan, puis comme chercheur à l'Institut des sciences humaines. Un témoignage capital pour comprendre le Mali contemporain. Eh bien, c'est avec beaucoup d'intérêt que je lirai cela. Bokar Cissé, ancien élève de l'école William Ponty de Sébikotane, près de Dakar, instituteur au Soudan français puis au Mali, a transmis ses souvenirs lors d'entretiens qui eurent lieu avec Bernard Salvin à Bamako en 2001 et 2002. Cet ouvrage a été réalisé avec l'aide de l'écrivain malien Al-Bakay Ousmane Kounta. Bernard Salvin est un professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nantes. Voilà. Voilà une somme monumentale dont je me nourrirai pour pouvoir continuer à mieux comprendre eh bien, l'Afrique de l'Ouest et le Mali. C'est bientôt fini. Ma bibliothèque de vacances au Mali comprend cet ouvrage de Daouda Tekete. Daouda Tekete a écrit Modibo Keïta, portrait inédit du président. Modibo Keïta, portrait inédit du président. 50 ans après le coup d'État militaire de 1968, Daouda Tekete propose une réflexion sur l'action du président Modibo Keïta et de l'USRDA. Il nous invite à parcourir la vie de Modibo Keïta à travers les témoignages de ceux qui ont vécu et travaillé avec lui. Documents administratifs et lettres inédits nous dressent la figure d'un panafricaniste charismatique,
d'un tiers-mondiste convaincu aux qualités morales et spirituelles exceptionnelles, qui a voué sa vie à l'émancipation du Mali et du continent. Ce livre est le fruit de 30 ans de recherche sur la vie d'un homme qui a marqué l'auteur depuis sa prime enfance, alors qu'il était membre du mouvement pionnier à Yérimane. Alors, journaliste à la télévision nationale du Mali depuis décembre 87 et plusieurs fois conseiller chargé de communication au ministère de l'Éducation nationale sur une période de presque 20 ans, Daouda Tekete est déjà auteur de 2 essais, Médias, école et éducation citoyenne en Afrique, qui date de 2016, et Système éducatif en Afrique, forces et faiblesses, novembre également 2016. Voilà les ouvrages qui ont marqué ma bibliothèque de vacances. Oui, je suis également arrivé avec cet ouvrage, mais je vous l'ai déjà présenté, de mon ami, le doyen Adamou Ide du Niger, qui a écrit ce livre que je vous rappelle à nouveau, Unité nationale et lutte de libération, préface du prof Amadou Saïbou Adam. C'est un livre qui retrace le combat du peuple nigérien pour sa souveraineté. Bon, voilà mes chers amis, des lectures que je vous recommande. Et maintenant, pour s'ouvrir au-delà du Mali, de l'Afrique de l'Ouest, ces vacances, j'ai emporté avec moi un gros volume, mais que je vais offrir à un ami à moi cet après-midi, parce que pour ma part, je l'avais déjà lu, mais je l'ai apporté pour l'offrir. C'est cet ouvrage-là de Chris Miller, La guerre des semi-conducteurs, l'enjeu stratégique mondial. La guerre des semi-conducteurs. Il y a une bataille industrielle énorme qui est en train de se dérouler entre les grandes puissances mondiales, c'est pour le contrôle de certaines pièces électroniques, de certaines pièces industrielles extrêmement vitales qu'on appelle les semi-conducteurs et qui permettent le fonctionnement de toutes les machines intelligentes qu'on peut avoir actuellement sur la Terre. Entre la Chine, globalement, la Russie d'un côté, de l'autre côté, le grand bloc occidental, il y a une bataille mondiale énorme pour le contrôle de la production des semi-conducteurs qui sont des pièces essentielles de la haute technologie contemporaine. Eh bien, c'est important de s'imprégner de ces choses-là parce que l'Afrique doit aller à très grands pas vers la bataille des grandes puissances. L'Afrique doit augmenter en puissance. Voilà. Mes chers amis, voilà quelques nouvelles que je voulais vous donner ce matin en vous disant que quand vous ne me voyez pas, quand vous ne m'entendez pas, eh bien, c'est que je suis en train de m'occuper de la famille ou que je suis en train d'apprendre. Quand vous ne me voyez pas, quand vous ne me lisez pas, quand vous ne m'entendez pas, soit je suis en train de m'occuper de ce que Dieu m'a confié, soit je suis en train de m'occuper de nourrir mon âme. Donc il y a amplement, pendant ces vacances au Mali, matière pour moi à occuper mes jours, tout en contemplant la nature et en veillant aux êtres que le Tout-Puissant m'a confiés. Soyez bénis. Je voulais juste vous inviter dans ma bibliothèque de vacances au Mali. Pour celui qui vit à Bamako et qui a un peu de moyens, il est aisé de constituer une bibliothèque de vacances. Là, je vous ai présenté une dizaine de livres. Merci. Merci à celles et ceux qui vont partager cette courte émission consacrée à inviter l'Afrique des libertés à lire. Quel que soit le pays où on met les pieds, il est important d'y apprendre. Il est important de lire. Merci à celles et ceux qui vont partager. Eh bien, c'est 30 minutes, pratiquement 30 minutes de conversation autour des livres que je lis. Soyez bénis. Une pensée spéciale pour mon camarade, l'honorable Kando Soumaoro. C'est le deuxième militant, membre de notre mouvement en Côte d'Ivoire, Génération et Peuple Solidaire, à être arrêté en très peu de jours par le dictateur Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire pour des motifs farfelus. Une répression sauvage, énorme, s'abat contre notre mouvement en Côte d'Ivoire parce qu'Alassane Ouattara sait que dans la Côte d'Ivoire qui vient, Guillaume Kibafori Soro et Génération et Peuple Solidaire pèseront très lourd et compteront. Il abat contre nous sa violence la plus abjecte et la plus arbitraire. Honorable Kando Soumaoro et cher camarade professeur Mamadou Traoré, vous qui avez été jeté en prison ces 5 derniers jours par Alassane Dramane Ouattara, recevez la solidarité de votre frère, camarade, ami, compagnon de lutte depuis Bamako au Mali, et recevez la solidarité des Africaines et des Africains en lutte
contre les dictatures de la France-Afrique. Merci infiniment. Dédicace spéciale à vous. Nos prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, nos prisonniers politiques au Cameroun, nos prisonniers politiques au Togo, nos prisonniers politiques au Congo, nos prisonniers politiques partout à travers l'Afrique, au